Royaume des dragons, Serge Strosberg. Archimède, l'école des loisirs, 11 rue de Sèvres, Paris 6e. Les îles des Galapagos, d'origine volcanique et relativement récente, se trouvent dans l'océan Pacifique, à environ 950 km à l'ouest des côtes de l'Équateur, petit pays d'Amérique du Sud. A priori, rien ne laisserait supposer l'existence d'êtres vivants sur ces terres peu accueillantes, et pourtant ces îles, qu'on appela d'abord les îles Enchantées, abritent des plantes et des animaux bien étranges. Dans un jardin de Shrewsbury, en Angleterre, au début du XIXe siècle, un petit garçon chasse les papillons. Il n'est pas bon élève, les mathématiques l'ennuient, il ne comprend rien aux langues étrangères, et il n'a pas du tout confiance en lui. Son papa est déçu. Il voudrait tant que son fils devienne médecin, comme tous les hommes de la famille. Et lui, il chasse les papillons. Mais pas pour la joie de leur courir après, pas pour jouer, il les chasse pour les étudier, pour comprendre comment ils fonctionnent. Il n'y a que ça qui l'intéresse, les plantes, les insectes, les poissons, tous les êtres vivants. Ce petit garçon grave s'appelle Charles Darwin. Il va devenir l'un des plus grands savants de tous les temps. Charles Darwin a 22 ans. À l'université, il s'est passionné pour les sciences naturelles. Son père renonce à en faire un médecin et lui conseille la carrière de pasteur. Charles n'est pas contre. Le métier de curé de campagne laisse le temps de chasser, de pêcher et d'observer ses proies. Il s'apprête à prendre l'habit quand la reine Victoria décide d'envoyer une expédition scientifique autour du monde. Et, sur recommandation de son professeur de botanique, on lui propose d'embarquer comme naturaliste à bord du Beagle. Il est chargé d'étudier les plantes, les animaux et les fossiles que l'expédition pourra découvrir au cours de son voyage. Le surlendemain de Noël, 1831, le Beagle, un magnifique brick de 35 tonnes, quitte les côtes de l'Angleterre. Après une longue traversée qui a conduit l'expédition de la forêt vierge brésilienne à l'extraordinaire gisement fossile de Punta Alta, en Patagonie, le Beagle double le Cap Horn et remonte la côte ouest de l'Amérique du Sud. Destination, les Galapagos, un mystérieux archipel qui intrigue les scientifiques. On y aurait aperçu des dragons. Par un beau jour du mois de septembre 1835, une chaloupe du Beagle aborde enfin dans l'une des îles de l'archipel, et Charles Darwin raconte. Une multitude d'oiseaux marins, de goélands, de sternes et de frégates tournoient au-dessus de nos têtes. À travers la brume, on distingue la silhouette caractéristique d'un immense volcan. La plage est peu accueillante. Elle est couverte de lave noire, défigurée par de nombreuses crevasses, signe d'une éruption volcanique récente. Je me demande ce qui nous attend sur ces îles. Pour débarquer, les explorateurs ont dû sauter dans l'eau. Il n'y a pas de ponton pour les accueillir car l'île est complètement sauvage. Après avoir vidé le sable de ses bottes, Charles Darwin décide d'aller examiner les rochers avoisinants. Surprise, l'endroit n'est pas tout à fait désert. De drôles de petits crabes l'épient du fond des crevasses. De temps en temps, certains se risquent à sortir et lui donnent le spectacle de magnifiques taches rouges et jaunes se déplaçant sur la lave noire. Il est 2 heures de l'après-midi, la chaleur est étouffante, nous marchons sur le sol brûlant quand soudain, nous restons figés. À quelques mètres de nous, 2 énormes tortues, venues d'un autre âge et pesant au moins 100 kilos chacune, broutent des cactus. Je crois avoir rêvé, mais un puissant « hiss » me ramène à la réalité. L'une d'elles
vient de rentrer la tête dans sa carapace. Je me suis sans doute trop approché. Au bout de quelques minutes, dérangés dans leur train-train quotidien, les tortues s'éloignent très lentement et finissent par disparaître dans les buissons. Le lendemain, encouragé par cette découverte, Darwin poursuit l'exploration de l'archipel. Sur une autre île, les falaises sont plantées de centaines d'arbres. Ils semblent morts, desséchés par le soleil, mais un simple coup de couteau sous l'écorce montre que la sève, le sang des arbres, coule dans leurs troncs. Ils sont vivants. Mais comment peuvent-ils pousser sur ces rochers? Se demande le naturaliste. Et puis autre chose m'intrigue. Toutes les plantes et tous les animaux rencontrés jusqu'ici me sont inconnus et ressemblent pourtant à certaines espèces que j'ai rencontrées en Amérique du Sud. Il doit y avoir une raison à ce mystère. Plus loin, à l'intérieur de l'île, les paysages changent complètement. Les cactus et les épineux ont fait place à une végétation plus dense qui, elle aussi, rappelle à Darwin les forêts équatoriales d'Amérique du Sud. Je me dirige vers le centre de l'île, à travers les feuillages des grands arbres qui m'entourent. J'aperçois un volcan nappé de brume. À l'exception de quelques fougères géantes, on ne voit plus un arbre. Le paysage ressemble maintenant à celui des plaines d'Amérique du Sud. La température est nettement plus fraîche que sur le rivage. Crac! Darwin sursaute, effrayé par un craquement de branches, tout près de lui. C'est encore une tortue géante, et pourtant, il n'y a pas le moindre cactus à brouter dans les parages. Bientôt, il remarque certaines différences avec la tortue observée sur la première île. Celle qu'il voit là a une carapace plus arrondie, et semble encore plus grosse. Elle doit approcher les 250 kilos. Le naturaliste décide de la suivre à travers la forêt afin d'en apprendre un peu plus sur son mode de vie. De temps en temps, la tortue géante s'arrête pour brouter quelques feuilles à même le sol. Sa carapace et ses écailles sont dures et la protègent comme une armure. C'est apparemment ce qui lui permet de traverser les feuillages avec une telle aisance. Au bout de la journée, elle a parcouru 6 kilomètres, soit environ 300 mètres à l'heure. Ma tortue géante a fini par arriver au bord d'une mare couverte de mousse, où elle va pouvoir se rafraîchir. Nous ne sommes plus seuls à présent. Une dizaine d'autres tortues nous ont rejoints. Détail curieux, les indigènes des Galapagos m'affirment que les tortues ne sont pas les mêmes sur chaque île de l'archipel. Il suffit d'observer la forme de leur carapace pour savoir sur quelle île on se trouve. Pourquoi existe-t-il des tortues différentes dans des îles si proches les unes des autres? Parce qu'elles se sont adaptées à leur milieu naturel. Le nom Galapago, par exemple, signifie celle de cheval, en espagnol, et désigne des tortues dont la carapace a une forme particulière que l'on trouve que sur une des îles. Le climat y est si sec qu'il n'a même pas d'herbe. Alors, pour atteindre les pousses tendres des hauts cactus ou les feuilles des arbustes, cette tortue est obligée de prendre un appui sur ses pattes avant pour hisser la tête au-dessus de sa carapace. Elle s'est adaptée à son milieu naturel. De plus en plus intrigué par ces découvertes, Darwin décide de partir à la recherche d'autres espèces et d'explorer une nouvelle île. Là, sur les rochers, il voit surgir un reptile à tête de dragon. En fait, il s'agit d'un étrange lézard noir à la crête blanche et aux longues pattes griffues. Sa taille dépasse à peine 1 mètre, et malgré sa laideur, il semble inoffensif. Ce lézard me rappelle l'iguane vert des forêts d'Amérique du Sud. Il se nourrit d'algues qu'il va chercher au fond de la mer. Un jour, un des matelots du Beagle attache une pierre à l'une de ces créatures et la maintient sous l'eau pendant une bonne heure pour évaluer sa résistance. Mais à notre grand étonnement, lorsqu'on remonte l'iguane à la surface, celui-ci est en pleine forme et nous crache de l'eau salée à la figure. Puis il nage à toute vitesse vers le rivage, grimpe sur la lave rugueuse des rochers et se remet à cracher de plus belle avant de s'étendre au soleil.
En s'enfonçant plus avant dans les terres, Darwin relève sur le sable des traces laissées par une longue queue et 4 membres aux doigts griffus. Elles ne peuvent pas appartenir à un lézard aquatique. Celui-ci ne s'éloigne jamais beaucoup du bord de la mer. Y aurait-il, comme pour les tortues, 2 espèces différentes, selon qu'elles vivent près de l'eau, sur le rivage ou dans l'intérieur des terres? Darwin se lance sur la piste de cet animal mystérieux. Il ne tarde pas à découvrir un gros lézard d'un jaune orangé qui se chauffe au soleil sur un rocher. Cette iguane terrestre se nourrit surtout de cactus et ne semble pas avoir besoin de beaucoup d'eau pour survivre. Contrairement à son cousin aquatique, il a la queue ronde. Il n'appartient donc pas à la même espèce. Darwin fait bientôt apparaître sur ses croquis des différences visibles entre les 2 iguanes. Ah, la tête de l'iguane terrestre est pointue, peut-être parce qu'il creuse des galeries souterraines. La couleur claire de sa peau le protège contre la chaleur du soleil et lui sert également de camouflage contre les buses des Galapagos. B, la tête de l'iguane marin est plus ronde, peut-être pour mieux brouter les algues sur les rochers. La couleur sombre de sa peau absorbe la chaleur du soleil pour lui permettre de se réchauffer après être sorti de la mer. Sa queue aplatie lui sert à avancer sous l'eau. Les lézards terrestres pullulent sur cette île. Ces iguanes jaunes sont tellement nombreux dans ce petit désert que j'ai eu toutes les peines à trouver une place pour installer ma tente. Ce soir-là, à la lueur de la chandelle, Darwin réfléchit à ses trouvailles. Cette nuit, parmi ces créatures, j'ai eu une étrange vision. Cela se passe il y a plusieurs millions d'années. Une violente tempête ravage la côte sud-américaine et arrache des arbres à la forêt pour les emporter vers le large. Certains animaux s'agrippent à leurs troncs. Après un long voyage sous un soleil de plomb, ils atteignent les îles des Galapagos. Les mammifères n'ont pas supporté la chaleur. Seuls les reptiles ont survécu. C'est pourquoi on trouve surtout des iguanes et des tortues dans l'archipel. De génération en génération, ils se sont adaptés à leur nouveau milieu, et de manière différente selon qu'ils vivaient sur telle ou telle île, car chacune possède sa végétation et son climat propre. Mais cette tempête qu'imagine Darwin n'aurait pas emporté que des reptiles sur les côtes des Galapagos. Ces vents violents auraient aussi entraîné des oiseaux, beaucoup d'oiseaux, et notamment des pinsons. Ils ne sont pas timides comme ceux que l'on trouve en Amérique, remarque Darwin. Ils n'hésitent pas à venir se poser dans le creux de ma main, car ils ignorent la peur de l'homme. J'en déduis que celle-ci est un caractère acquis. Mais les pinsons des Galapagos ont d'autres particularités. Chaque île de l'archipel en abrite plusieurs espèces distinctes. Le naturaliste n'en dénombre pas moins de 13. Il ignore encore qu'un jour, on les appellera les pinsons de Darwin. Leur taille est presque identique, et leur plumage sombre les rend difficiles à distinguer. En les observant de près, on constate pourtant de nombreuses différences. Certains, comme celui-ci, se posent sur les grands cactus. D'autres ont un bec si puissant qu'il leur permet de casser des noyaux. Il y en a même un, le pinson pic, qui se sert d'un outil. Il attrape dans son bec une épine de cactus ou une fine brindille et l'utilise pour fouiller les écorces des arbres. Il en extirpe des larves, des insectes, qu'il avale prestement avant de reprendre son épine pour poursuivre sa chasse. Darwin a étudié les becs de ces oiseaux. Voyez comme leur forme varie selon leur nourriture. Ceux qui mangent des insectes ont le bec étroit et pointu. Les autres, qui se nourrissent de graines, ont un bec court et puissant, comme les perroquets. Je suis convaincu que tous ces pinsons ont les mêmes ancêtres venus d'Amérique. Sur ces îles vierges, ils se sont adaptés à des nourritures différentes, et cette adaptation a forgé de nouvelles espèces. Il en est sûrement de même pour d'autres animaux. Une idée commence alors à germer dans la tête du naturaliste. Prenons l'homme par exemple. Qui sait s'il n'a pas eu des ancêtres? Singe? Le Beagle a pareil demain pour Tahiti. Mon enquête aux Galapagos s'achève, mais il va falloir approfondir cette idée. Épilogue. Charles Darwin fera le tour du monde en 5 ans.
mais ne séjournera que 5 semaines aux Galapagos. Stimulé par ces découvertes, il publie en 1859, De l'origine des espèces, un ouvrage qui résume 25 ans de recherche. Inspiré par les thèses de Lamarck, il propose une théorie révolutionnaire pour l'époque sur l'évolution des espèces dont il avance de nombreuses preuves. Selon lui, les espèces se transforment sous l'effet de la sélection naturelle. Lorsque les tortues, les iguanes ou les pinsons sont arrivés, malgré eux, sur les îles des Galapagos, ils ont dû s'adapter à de nouvelles conditions de vie, souvent difficiles. Ceux qui survécurent grâce à certains avantages naturels ont transmis ces avantages à leurs petits. C'est la sélection naturelle. Pendant très longtemps, sur chacune des îles, les espèces ont été isolées par la mer et de ce fait se sont transformées chacune de son côté. Il y a donc des sous-espèces d'iguanes marins et terrestres dont la couleur et la taille peuvent varier d'une île à l'autre. Est-ce que les plus forts gagnent toujours? Peut-être, mais il ne s'agit pas toujours de force physique. C'est l'intelligence en particulier qui permet aux pinsons piques de survivre. Chez d'autres espèces, c'est l'agilité, l'audace ou la solidarité entre les membres du groupe. La théorie de l'évolution de Charles Darwin a révolutionné la pensée moderne. L'arrivée de l'homme aux Galapagos est une menace pour toutes les espèces dont nous avons parlé. Quant aux iguanes, ils sont officiellement protégés depuis 1959 aux Galapagos. De même, les tortues géantes qui peuvent vivre plus de 100 ans et les pinsons y résident désormais en toute tranquillité. Peut-être un jour aurez-vous la chance de les rencontrer sur les pas de Charles Darwin.